Le paludisme continue de sévir et vous le savez, en saison pluvieuse, les cas de paludisme s'accentuent et raison pour laquelle le SB Palu, donc le secrétariat permanent de lutte contre, pour l'élimination du moins du paludisme, s'active également dans cette lutte-là, notamment en partant à la rencontre des ménages, puisque le SB Palu a initié ce qu'on appelle une caravane de presse. On va en parler tout à l'heure. Il s'agissait d'aller dans les concessions, rencontrer les familles et justement observer leur cadre de vie pour notamment sensibiliser et les conseiller, accompagner bien sûr de la presse. On en parlera avec notre invité. Il s'agit de docteur qui sera là pour nous parler du SE Palu, mais également de la caravane de presse pour l'élimination du paludisme. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra des annonceurs, on parlera de croisade d'évangélisation, on parlera entre aussi donc de Super Coupe de Yako, du Palais Royal de Yako. Ça sera aussi à travers cette émission. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Bonjour le Faso, merci de nous renouveler votre fidélité. Et vous le savez, à chaque émission, chaque semaine, on vous présente un site touristique du Burkina, site touristique, site historique ou site politique du Burkina. Et cette semaine, on s'intéresse au rond-point du 2 octobre de Ouagadougou qui est situé dans le quartier Bilbalgo et c'est dans la rubrique à la découverte de direction Bilbalgo. Ce discours-là. Et c'est un rond-point qui est situé en face du lycée Marienne Ngouabi, non loin de la place de la Nation, non loin de la mairie centrale. Si vous voulez rentrer en ville, tout simplement, vous allez voir donc ce rond-point du 2 octobre. On poursuit avec les témoignages concernant ce rond-point et on revient. Ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, et sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Avant 1984, nous n'avions pas autant de voies bitumées. La plupart des grandes voies dans notre pays-là ont été bitumées sous la révolution. Je le dis ainsi parce que nous avons pris part à nombre d'activités. Oui. Et des jeunes aujourd'hui me demandaient depuis quand est-ce que la circulaire ici, cette voie-là a été construite. Je leur ai simplement dit que c'est sous la révolution. Prenons par exemple la voie qui part de la radio jusqu'à la pédiatrie. Et des jeunes croyaient que c'était des voies qui existaient depuis très longtemps. Et je leur ai dit tout simplement que moi j'ai habité ces quartiers là-bas, les quartiers Zorona, mais c'était des pistes. C'était des pistes qui passaient devant le Scholastica. Vous voyez? Et nous on empruntait ces pistes-là à pied. Un véhicule même ne pouvait pas passer par là. C'était difficile. Et prenons peut-être sur un autre plan, le plan de l'éducation, sur le plan de l'éducation. Ce que la révolution avait entrepris de faire, dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, si on l'avait continué, si on l'avait fait, aujourd'hui, on parlerait d'une certaine évolution, d'un certain progrès au niveau de l'éducation. Mais aujourd'hui, prenons les jeunes qui terminent leurs études. Ils ont des diplômes, ils ont la connaissance, mais pratiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Prenons mon cas comme ça où je passe le clair de mon temps à écrire des poèmes.
Je passe tout mon temps à écrire des poèmes, hein, parce que je ne sais pas travailler de mes 10 doigts. Je ne sais pas travailler de mes... Alors que la Révolution avait voulu apprendre tout ça à l'enfant, avoir un certain profil d'homme qui se suffit, d'homme qui aurait presque tout appris de ses doigts. Et un ami me disait un jour que dans certains pays, et des pays limitrophes là, dans l'un des pays limitrophes là, celui-là, l'enfant qui apprenait seulement 5 métiers était un analphabète. Vous voyez? Et que dans ces pays-là, la cordonnerie, le plus simplement possible, la cordonnerie, et même le tricotage, la vannerie, tout ça, les enfants les apprenaient à l'école. Ils les apprenaient à l'école. La couture, presque tous les garçons et les filles savaient faire la couture. Moi-même, je sais que j'ai fait la couture, fait la photo dans un établissement en Côte d'Ivoire. Oui. Et si nous avions appris à l'enfant à pouvoir se satisfaire de ses 10 doigts, il se suffirait aujourd'hui et il ne passerait pas tout son temps à prendre le thé sous les arbres, devant la cour, ou encore à prendre la drogue pour se surpasser. Vous voyez, donc, si nous avions adopté ce système-là de la Révolution, aujourd'hui, on allait être plus suffisant, autosuffisant, presque à tous les niveaux, même au niveau de l'agriculture. Sur ce plateau, et nous poursuivons avec l'émission du jour à travers, bien sûr, la revue de presse. Issa Omarati est bien installé pour partager justement l'information avec nous. Bonjour Issa. Bonjour Adjita et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Bienvenue. On découvre d'abord les titres des journaux. Effectivement, on va commencer tout de suite et maintenant par le journal Aujourd'hui au Faso qui titre à sa une Organisation des concours, Bassolma Bazier échange avec les acteurs. Nous du jour, Média, le fondateur des éditions Le Pays en deuil, attaque au Mali, la CEDEAO condamne donc permis de conduire expiré, le ministère rassure. Côte d'Ivoire, l'armée française cède un camp au Fassi. Log Lift, le champion du monde, présente son trophée au président du Faso. Guinée, fin de parcours pour Coplan au Libéria. Tout ça pour ça. L'observateur Palga titre à sa une Copec Galore, la gestion de l'administrateur provisoire contesté. Iguiché et call center de la Sonabel, synergie entre synergie et connectivité. Arrestation Claude Pivi au Libéria, fin du mythe du Coplan de Conakry. Log Lift, le champion du monde, présente son trophée au président du Faso. Attaque terroriste à Bamako, consigne au Burkinabé du Mali. Cinéma chinois, c'est parti pour une semaine de projection à Ouaga et Bobo. Chez nous, dites plutôt Burkina Clé, à l'état civil, c'est bel et bien Jean-Bernard Ouedraogo. Le journal Le Pays titre à sa une vacciner, c'est bien, mais avant tout, il faut informer la population. Anselme Bationo, étudiant. La place du chien, c'est à la maison et non dans la rue, Dixit Aïcha Kouala, vendeuse. Développement économique et social des jeunes burkinabés invitent leurs compatriotes à s'inspirer du modèle chinois. 81e promotion du SND, 450 appelés à l'école du civisme et du patriotisme. Révélation, hausse du prix de l'or, le Burkina parmi les grands bénéficiaires en 2025, bien-être de l'organisme, le rôle des antioxydants. Page triste, l'épouse du fondateur des éditions Le Pays n'est plus. Axe Ouaga Accra, le coût à payer pour les détenteurs d'une carte d'identité.
Première université d'été de l'AES, le CADES-BF entend mobiliser la jeunesse autour des idéaux de la Confédération. L'Express du Faso titre à sa une: orientation, transfert et permutation d'élèves à Bobo du Lasso, engouement et colère des parents à l'hôtel administratif. Autant le dire, terrorisme, la guerre des armes contre la guerre de l'information. Loglift, le champion du monde, présente son trophée au président du Faso. Yacoub Barro, PDS de Banfora aux populations, chacun doit faire l'effort de curer devant chez lui. Plan stratégique 2025-2029, la nouvelle vision de la Sofitex. Bamako, Télimani, ce moyen de transport qui fait la loi. On termine avec le quotidien qui titre à sa une: Loglift, le champion du monde, présente son trophée au président du Faso. Digitalisation des services de la Sonabel, l'agence e-guichet et le nouveau centre d'appel lancé. Infrastructure routière, dans l'espace UEMOA, environ 18 000 milliards de francs CFA pour relier toutes les capitales. Merci bien, Issa, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Commençons par le sport. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, à travers notamment les titres qu'on a vus, c'est Iron Bibi, qui a été reçu par le président du Faso. Effectivement, le champion du monde du loglift a été reçu hier par le président du Faso. Il faut rappeler que Iron Bibi a gagné Ouagadougou le mardi dernier. Donc, il a été accueilli à l'aéroport par quelques membres du gouvernement, avec à leur tête le ministre d'État Jean-Emmanuel Ouedraogo et également le ministre en charge des sports Roland Sonda. Et il a été accueilli également par des Burkinabés qui étaient sortis pour donc le féliciter, l'accueillir. Et hier, c'est au tour du président du Faso de le recevoir pour le féliciter, et en tout cas d'avoir battu son propre record donc en Angleterre. Et au cours de leur échange, il a été question également, Iron Bibi a exprimé son désir de battre encore son record de 231 kg. Il envisage donc désormais aller à 240 kg et lui-même il a dit que c'était possible. Et au cours de l'entretien, il a exprimé également son soutien aux forces de défense et de sécurité et dans le combat donc engagé par les autorités de la transition pour la reconquête du territoire. Et il a exprimé également son souhait, en tout cas, de voir le Burkina retrouver la paix d'antan. Et le président du Faso également l'a félicité, l'a encouragé, en tout cas dans son élan actuel de battre en tout cas le record de 240 kg. Et Iron Bibi lui-même l'a dit que c'est possible parce qu'il travaille déjà pour en tout cas battre son propre record, je veux dire. On va dire encore félicitations à Iron Bibi pour ce prix, l'homme le plus fort du monde. L'homme le plus fort du monde est burkinabé. Et nous sommes fiers tout simplement. On parle d'autre chose, Issa, fin de cavale pour Coplan au Libéria. Oui, Coplan c'est son surnom. À l'état civil, c'est Claude Pivi. C'est pour ceux qui ont suivi le procès le plus célèbre en Guinée des massacres du 28 septembre 2009. En Guinée, Claude Pivi était l'un des accusés et qui par la suite, comme d'ailleurs Moussa Dadis Camara et Moussa Thiegbo Camara et Toumba Diakité et Aboubakar Diakité, ils étaient en tout cas tous des accusés dans ce procès-là. Et un matin du 23 novembre 2023, donc il a été enlevé de sa prison, tout comme Dadis Camara et autres, par son propre fils, Verny Pivi, qui était un ex-militaire également, enlevé de la prison centrale donc de Conakry. Mais les autres ont été rattrapés par la suite. Par exemple, Dadis Camara et Moussa Thiegbo Camara, ils ont été arrêtés le même jour de leur enlèvement. Et Claude Pivi n'a pas donné signe de vie jusqu'à ce jour, le mardi 18 septembre. Il a été arrêté donc par l'Interpol. Donc c'est une collaboration entre la police guinéenne et celle du Libéria. Il a été arrêté donc à la frontière libérienne, voilà, et transféré à Conakry. Maintenant, il faut souligner qu'il a été condamné à perpétuité avec 25 ans de prison de sûreté. Donc il n'y aura aucun jugement encore. Certainement, la sentence va être encore beaucoup plus lourde pour Claude Pivi,
parce qu'il a déjà été, en fuyant la prison, ça confirme déjà qu'il était impliqué alors que les verdicts n'étaient même pas encore rendus. Donc, il n'y a pas eu plus de précisions, en tout cas du parquet de Conakry, mais tout est déjà ok, tout le monde sait qu'il a été déjà condamné par contumace, comme il n'a pas été présent pendant le verdict. Donc, il va purger sa peine. Et certainement, après ça, son évasion peut être jugée, peut-être après, mais bon, déjà il est condamné à perpétuité avec 25 ans de sûreté. Donc je ne pense pas qu'il y a encore des choses à lui imposer encore. Merci beaucoup Issa pour ces commentaires. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps à travers la météo. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous passons à la rubrique invité du jour. Notre invité est bien installé sur ce plateau. Il s'agit de Dr Ousseini Ouedraogo. Il est le chef du département prise en charge et prévention médicamenteuse au niveau du SP PALU, le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, madame Michel. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'être là. Alors, commençons par justement faire connaissance avec le SP PALU. Présentez-nous justement le SP PALU. Ok, merci vraiment de l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre structure et de parler donc du paludisme. Alors, pour parler donc de notre structure, le SP PALU, c'est l'instance qui a en charge donc la coordination, le suivi, évaluation et l'appui technique de l'ensemble des interventions visant à l'élimination du paludisme au niveau du Burkina Faso. C'est une structure qui est née en réalité donc de l'ancien programme national de lutte contre le paludisme, donc en 2022. Et on a au total 6 départements. Donc ces départements donc assurent donc les activités techniques en rapport avec la lutte contre le paludisme. Et justement, vous êtes en charge donc du département prise en charge et prévention médicamenteuse. De quoi s'occupe concrètement ce département? Alors, ce département prise en charge et prévention médicamenteuse s'occupe de l'ensemble des interventions visant donc à permettre pour qu'on puisse prévenir donc le paludisme et à élaborer donc des stratégies, des directives visant donc aux structures périphériques donc pour qu'ils puissent éliminer donc le paludisme. Il y a bien sûr d'autres départements suivi évaluation et recherche. Travaille de façon concertée donc pour qu'on puisse éliminer donc le paludisme au niveau du Burkina Faso. C'est important. Et parlons du paludisme, docteur, c'est quoi le paludisme? Alors, pour définir simplement, le paludisme, c'est une maladie parasitaire qui est transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés, moustiques que nous appelons Anopheles femelles. Donc, c'est une maladie qui est évitable et qui est guérissable. Oui. Voilà. Et de ce qu'on entend, ça c'est vraiment ce qu'on entend, c'est que le moustique du palu pique que la journée. C'est bien ça ou on se trompe? Non, le moustique du palu pique essentiellement la nuit. Essentiellement la nuit. La nuit. Ok, donc c'est le contraire. Donc, essentiellement la nuit. C'est le contraire. Par contre, le moustique de la dengue qui pique dans la journée. Ok. Bon, c'est important de préciser ça. Aujourd'hui, docteur, c'est quoi la situation du palu au Burkina? Alors, si on se réfère à nos différentes statistiques de l'année 2023, il faut noter que c'est vrai qu'on a une certaine baisse donc, des cas de paludisme à l'échelle nationale, mais nous avons toujours autour de 10 millions de cas donc, de paludisme au niveau donc, du Burkina Faso. Et il faut noter que parmi ces cas-là, ce sont les enfants qui sont les plus vulnérables. Voilà. Et quand on regarde donc au niveau de nos formations sanitaires, il faut noter que c'est le palu qui vient en tête de liste pour les motifs de consultation. Okay. C'est le palu également qui vient en tête de liste pour les motifs d'hospitalisation. Et malheureusement, c'est encore le palu qui vient en tête de liste pour les motifs, les causes donc des décès au niveau de nos formations sanitaires.
Donc c'est vraiment un gros problème de santé que nous avons toujours et dont il est important qu'on puisse déployer tous les efforts pour pouvoir réduire ce fardeau-là dans notre pays. Aujourd'hui, et dans même vos campagnes de publicité ou campagnes de sensibilisation, on entend dire que les femmes enceintes, les enfants à bas âge sont les plus vulnérables. Pourquoi? C'est effectif. Alors, les femmes enceintes, on sait que pendant la grossesse, l'immunité donc de la femme baisse. Donc, ce qui la rend plus fragile par rapport donc, au paludisme que les personnes classiques. Pour les enfants également, ils ont une immunité qui n'est pas encore mûre. Donc, pour les permettre vraiment de lutter efficacement contre le paludisme. Et quand vous voyez également les enfants, ils n'ont pas de moyens spécifiques pour se protéger contre les moustiques. Voilà. Et contrairement à l'adulte qui peut porter des habits, l'enfant, si on y prend garde, il est exposé donc aux piqûres de moustiques plutôt que les adultes. Parlons maintenant de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. En abrégé, c'est CPS. Voilà, CPS. C'est quoi déjà le CPS donc, et ensuite, la CPS, on parle de campagne. Et à quoi ça consiste exactement? Ok, la CPS ou chimioprévention du paludisme saisonnier, c'est une intervention majeure que l'OMS a recommandée aux pays donc, qui ont toujours un fardeau assez élevé donc, du paludisme. Donc l'objectif vraiment c'est de donner des médicaments aux enfants d'un certain âge qui sont en bonne santé, surtout pendant la saison des pluies, pour prévenir donc le paludisme pendant cette saison de haute transmission. Voilà. Donc chez nous, les cibles, c'est essentiellement les enfants de 3 à 59 mois qui sont en bonne santé et ça se fait pendant la saison des pluies parce qu'on sait que c'est pendant cette saison que nous avons malheureusement beaucoup de cas de paludisme dans notre pays. Oui. Vous parlez des enfants de 3 mois à... Dans certains districts, mais pour le moment, ce n'est pas encore à l'échelle. Voilà. L'objectif vraiment, c'est de contribuer vraiment à réduire le fardeau de la maladie chez les enfants, donc jusqu'à 10 ans. Alors, docteur, vous êtes avec nous au Burkina. Certainement, vos agents aussi sur le terrain vous rapportent. Certaines femmes sont réticentes quant à la prise de ces médicaments-là qu'on donne. Parce qu'elles se disent c'est donné gratuitement, donc ce n'est pas forcément de qualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Alors, l'État met énormément d'efforts pour pouvoir acquérir ces médicaments, pour pouvoir organiser donc ces campagnes de masse, pour la simple raison que l'État souhaite prévenir donc le paludisme chez les enfants. Parce qu'on a au total 4 millions d'enfants qui sont concernés donc par cette campagne et c'est des efforts énormes qui sont consentis. Et c'est gratuit pour la population, mais c'est endossé par l'État et ses partenaires pour pouvoir supporter donc le coût et permettre à la population de pouvoir bénéficier de cette prévention. Oui. Donc, ce n'est pas une gratuité, voilà. Il faut voir ça plutôt comme un don, en fait. L'État achète pour vous donner. Puisque l'État a l'obligation de protéger sa population. Donc, il met tout en œuvre avec ses partenaires pour pouvoir prévenir. Donc, les enfants, on l'a dit, ce sont les enfants qui sont les plus vulnérables par rapport à cette maladie. Donc, il est important qu'on puisse les protéger. Sinon, il n'y a pas de doute sur la qualité des médicaments? Aucun doute. On l'utilise depuis longtemps. Il y a d'autres pays également qui font cette campagne. Donc, les médicaments sont préqualifiés donc, par l'OMS. Donc, vraiment, il n'y a aucun doute quant à la qualité des produits que nous avons pour cette campagne. Maintenant, on sait que la CPS se passe justement en saison de pluie. Pourquoi exactement cette saison? Alors, nous avons au total 60% des cas de paludisme qui surviennent au cours de l'année, qui surviennent pendant la saison des pluies, c'est-à-dire entre juillet et octobre. Et malheureusement, au fil donc des mois,
on enregistre beaucoup de cas de paludisme grave. Donc, c'est la période où on a le plus de cas de paludisme que nous avons ciblé pour pouvoir prévenir donc, le paludisme au sein de la population, notamment les enfants de 3 à 59 mois. Est-ce que ces médicaments-là aussi de la CPS ont des effets indésirables? Alors, comme tout médicament, il y a des effets indésirables avec les médicaments que nous prenons au cours de la CPS. Voilà. Mais il y a des effets indésirables qui sont pas graves, donc comme la fièvre, les maux de ventre, les vomissements que nous enregistrons très fréquemment. Mais on peut également avoir chez certaines personnes des réactions assez importantes, donc, et dont il est important qu'on puisse signaler. Et c'est pour ça que nous, quand les ASBC, donc les agents de santé à base communautaire, partent sur le terrain, ils s'assurent que l'enfant ne présente pas donc, des réactions d'allergie spécifiques aux médicaments avant d'administrer. Et si, après l'administration, il y a des effets, si c'est des effets qui ne sont pas trop graves, nous les prenons en charge au CSPS de façon gratuite. Si c'est des effets qui sont graves, nous prenons également en charge donc, ces effets indésirables graves là, de façon gratuite et nous rassurons que par la suite donc l'enfant ne va plus prendre donc le médicament. Donc nous demandons en tout cas à la population de pouvoir signaler s'il y a des effets, voilà. Mais c'est des effets, les effets indésirables graves sont des effets qui sont très minimes, voilà. Donc habituellement à l'échelle d'une campagne, on enregistre 1 ou 2 effets indésirables. Donc, assez grave. Voilà. Vous avez dit que certains effets indésirables ou effets secondaires peuvent être assez légers, comme peut-être la diarrhée, les vomissements, les maux de tête ou la fièvre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces effets basiques-là? Alors, ce que nous conseillons à la population, lorsqu'il y a les effets indésirables, lorsqu'on prend les médicaments et qu'on a un petit bobo de santé, c'est de consulter au CSPS le plus proche. Okay. Parce qu'il y a des médicaments, il y a des conseils également qu'on va donner. On pourra également faire la part des choses par rapport donc à l'effet indésirable qui est noté. Voilà. Et nous, ça nous permet donc de savoir quels sont les effets indésirables qui sont les plus rencontrés donc, au niveau de la population. Quelles sont maintenant les autres mesures de prévention contre le paludisme? Alors, c'est d'abord, on conseille vraiment de dormir sous moustiquaire. Voilà. Donc, chaque 3 ans, l'État fait l'effort également de faire la distribution donc, de masse des moustiquaires imprégnés. Donc, c'est une mesure assez efficace donc, pour lutter contre le paludisme. Lorsqu'on dort sous moustiquaire imprégné, on peut, surtout les enfants et les femmes enceintes, donc on peut vraiment parvenir à réduire également le fardeau du paludisme. Deuxième élément assez important qu'il faut mentionner, c'est l'assainissement. Il faudrait que notre cadre de vie soit correctement assaini. Détruire donc les nids de moustiques dans nos concessions, que nous élevons d'ailleurs souvent, oui. Parce que si on a des retenues d'eau dans nos concessions, malheureusement les moustiques prolifèrent et ce sont ces mêmes moustiques qui vont revenir donc dans nos concessions pour nous piquer. Donc c'est vraiment assainir le cadre de vie, voilà. Et les autres moyens vraiment c'est porter des habits couvrants, surtout pour les enfants le soir, et utiliser les insecticides, ainsi de suite. Voilà. C'est important. Alors, vous avez parlé justement donc d'assainir le cadre de vie. Ça me rappelle cette caravane que justement le SP Palu a organisée, une caravane de presse, notamment dans plusieurs régions. Quel était l'objectif de cette caravane? Et après, on verra comment ça s'est passé. Ok, donc cette caravane témoigne vraiment de la volonté du SP Palu d'impliquer les journalistes dans la lutte contre
dans l'élimination donc du paludisme. Nous savons que ces porteurs de voix, donc lorsqu'ils nous accompagnent dans cette lutte pour l'élimination du paludisme, nous pouvons avoir donc des résultats meilleurs. Parce que la communication est un volet assez important dans la stratégie de lutte contre le paludisme. Et lorsque les populations ont les bonnes informations en rapport avec le paludisme, lorsque les journalistes diffusent des informations correctes en matière de lutte contre le paludisme, en matière de bonnes pratiques, donc pour éliminer le paludisme, nous pensons que nous pouvons arriver donc dans notre combat. Et on sait que à travers les images, on a vu qu'il s'agissait d'aller dans des familles. Pourquoi cette approche? Alors, c'est permettre aux hommes de médias, aux femmes et aux hommes de médias de toucher du doigt ce qui est fait sur le terrain. En termes de prévention, en termes de réalité, d'effectivité donc des différentes stratégies que nous menons, parce que nous parlons donc de campagne CPS, qu'est-ce qui est fait réellement? Oui. Nous parlons donc de prévention, de stimulation des moustiquaires, qu'est-ce qui est fait? Nous avons également dans nos formations sanitaires la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge, qu'est-ce qui est effectivement fait et qu'est-ce que donc ces journalistes-là peuvent apporter pour que la lutte soit meilleure dans notre pays. Et c'est le reportage justement donc de Sylvie Akessé qui passait à l'écran. Et on a vu qu'il y a des concessions qui ont été visitées et puis c'est suivi surtout de sensibilisation de la part du SP Palu et des différentes sections bien sûr pour amener les femmes justement à mieux assainir leur environnement. Alors docteur, quel est votre appel à l'endroit des populations, particulièrement à l'endroit des parents, voilà, concernant ce mal? D'accord, merci bien. Alors déjà, c'est de lancer un appel pour notre prochaine campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, donc qui débute le 23 et le 20 plutôt et qui finit le 23. Donc, de quel mois? De ce mois, de septembre. 20 septembre. Voilà. Donc c'est demain, à partir de demain jusqu'au 23 septembre, nous allons passer donc dans les familles comme d'habitude, passer pour administrer donc les médicaments de la campagne CPS aux enfants. Donc l'objectif, comme on le dit, c'est vraiment prévenir donc les cas de paludisme, prévenir donc les décès. Alors nous voudrons également que c'est la période de forte transmission. Nous allons demander encore à la population de dormir sous moustiquaire imprégné tous les jours. Tous les jours, matin, midi et soir. Parce si on veut dormir, il faut vraiment dormir sous moustiquaire. Voilà, parce que ça permet de vraiment protéger contre le palu, mais également, c'est en journée, c'est contre la dengue. Donc, d'une pierre deux coups. Nous voulons également que les populations assainissent leur cadre de vie. C'est important. Parce que si on n'a pas de gîte de moustiques à côté, donc on peut en tout cas espérer que il y aura moins de cas de paludisme. Donc c'est vraiment demander à la population d'adhérer aux différentes stratégies donc, que le SP Palu met en œuvre donc, pour lutter contre le paludisme. On voit souvent que, je pense qu'on a vu il y a quelques mois une zone qui a été pulvérisée. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de le faire pour tout Ouagadougou, par exemple, pour d'autres localités? Bon, pour le moment, c'est pas encore dans la stratégie du ministère. Et la stratégie actuelle, c'est vraiment contribuer à lutter contre le palu et la dengue en même temps, parce que vous savez que l'année passée, nous avons eu quand même beaucoup de cas de dengue. Et la pulvérisation va contribuer à réduire la densité des moustiques donc dans les différentes villes où on va pulvériser. Et l'objectif, c'est de tuer les moustiques qui sont porteurs donc de la dengue, mais également tuer les moustiques qui sont porteurs donc du paludisme. Donc à terme, c'est vraiment contribuer à lutter contre les deux maladies. Mais pour le moment, dans la stratégie actuelle, on n'a pas prévu une extension. Voilà, on cible surtout les populations là où on a des cas donc de dengue et on fait donc la pulvérisation donc dans les environs.
Merci beaucoup, docteur. On a épuisé notre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, on va être prêt à accueillir notamment vos agents de santé à base communautaire à partir de demain. Merci beaucoup. Pour la distribution encore des médicaments. C'est la dernière phase, non? Non, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, ok. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité Dr Ousseini Ouedraogo, chef de département prise en charge et prévention médicamenteuse au niveau du SP-PALU, le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Cette région du sud-ouest du Burkina Faso bat le record de cas de paludisme. Depuis le début de l'année jusqu'en août, plus de 302 000 cas ont été enregistrés dans les 5 districts sanitaires de la région, faisant plus de 120 décès, dont 96 enfants de moins de 5 ans, selon Bakary Traoré, directeur régional de la santé du sud-ouest. Dans la région du sud-ouest, l'incidence du paludisme est parmi les plus élevées du pays. On a beaucoup de cas de paludisme simple, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, qui font l'objet de plusieurs interventions. C'est-à-dire, malgré des interventions comme la chimio-prévention du paludisme saisonnier et la vaccination contre le paludisme, qui est en cours depuis le mois de février, le nombre de cas de paludisme ne diminue pas dans la région. Pour lui, cela s'explique par le non-respect de consignes et la non-prise de médicaments contre le paludisme distribués surtout lors des campagnes de la chimio-prévention du palud saisonnier. Effectivement, et selon l'enquête, on a un faible taux d'utilisation des moustiquaires à l'endroit des enfants de moins de 5 ans dans la région. Maintenant, les causes peuvent être multiples, peuvent être soit communautaires, c'est-à-dire les croyances. Maintenant, il faut encore d'autres études plus poussées pour chercher à comprendre. Sinon, en ce qui concerne la disponibilité des moustiquaires, je crois que les moustiquaires sont disponibles. Après la présentation de la situation du paludisme par le directeur régional de la santé du Sud-Ouest, nous avons visité 3 formations sanitaires. D'abord, le centre de santé et de promotion sociale de Tonka. Ici, l'infirmier chef de poste Ilyassa Sawadogo précise que la prise en charge des cas de palu se passe très bien. Au niveau du CSP de Tonka, la prise en charge se passe très bien. Les consultations sont faites tous les jours. Quand ils arrivent, et après l'interrogatoire, on fait le test de diagnostic rapide. C'est le seul examen à notre niveau qui permet de confirmer le paludisme. Pour lui, actuellement, l'affluence est maîtrisée grâce à la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans. Par exemple, en période de pic, on constate que les chiffres sont élevés. Bon, heureusement, comme il y a les campagnes CPS, qui est couplé aux destructions des gîtes larvaires et puis aussi au dépistage de la malnutrition, ça permet de réduire considérablement le nombre de cas. Ilyassa Sawadogo ajoute qu'il n'y a presque pas de cas chez les femmes enceintes. Cela pour les raisons suivantes. Les femmes enceintes, c'est très rare parce que les femmes enceintes, comme là-bas également, à partir du début du 2e trimestre, on donne le sulfadoxine pyrimétamine qui prévient contre le paludisme. Et même avant ça, il y a les moustiquaires imprimés à longue durée d'action qu'on donne lors des premières CPN. Dès que la femme se présente premièrement pour sa consultation prénatale, et on lui remet une moustiquaire. Après le CSPS de Tonkar, la caravane a marqué un arrêt au centre médical du secteur 2 de Gawa. À notre arrivée, nous constatons une longue file de patients qui attendent d'être consultés autour de 12h30. Le médecin-chef du dit centre médical, Dr Abdul Razak Napon, très occupé, nous a accordé quelques minutes. Au bilan de la journée, il a consulté plus d'une trentaine de patients, dont moins d'une dizaine cas de palu. Nous sommes à peu près à une trentaine de patients que j'ai consultés aujourd'hui. Et en termes de paludisme, ceux qui ont un TDR positif, en tout cas, je sais que ça tourne autour de 7 comme ça, 7 ou 8. Et tout ça, en réalité, c'est grâce à la TPS. La caravane s'est ensuite dirigée au centre médical urbain de Gawa où nous avons échangé avec une patiente alitée. Je suis arrivée, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont pris en charge, ils ont fait des examens et le diagnostic a confirmé que c'est palu. Donc ils ont fait le traitement. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va.
Pourtant, on peut éviter le paludisme en dormant sous une moustiquaire imprégnée, en nettoyant le cadre de vie et en détruisant les gîtes larvaires autour des concessions. Dans ce sens, les caravaniers ont visité des familles modernes qui ont assaini leur milieu de vie. Il s'agit des familles Palais et Palinfo, habitant toutes au secteur 4 de Gawa. Pour elles, depuis le début de l'année, aucun membre de leur famille n'a contracté le palu. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. J'étais très contente pour pouvoir arranger mon coin, pour éviter les palus pour la famille. En tout cas, j'essaie vraiment d'arranger tous les coins, les eaux souhaitées, parce que c'est dans cette eau que les moustiques peuvent vraiment sortir. Même si c'est moment de saison pluvieuse ou bien saison sèche, nous sommes toujours dans les moustiquaires. Après les familles modernes, nous avons visité d'autres familles qui ne respectent pas les mesures de lutte contre le paludisme. Dans ces familles, les agents de santé et le personnel du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme ont sensibilisé. La sensibilisation s'est poursuivie avec une animation grand public à travers les artères de la ville de Gawa. Après 48 heures d'activité de sensibilisation à Gawa, tout un accoulement de la direction de la communication du SP Palu s'est dit satisfait de la tenue de cette caravane dans la cité du Bafouji. Il revient sur le message phare du SP Palu dans le cadre de l'élimination du paludisme d'ici 2030. Notre message, c'est demander à la population de détruire vraiment les gîtes larvaires dans les concessions, dans les espaces publics, de dormir sous moustiquaires tous les jours, toutes les nuits, de suivre vraiment les médicaments de la CPS, les médicaments qu'on donne chaque mois aux enfants de moins de 5 ans. Et également la vaccination, d'amener les enfants de 5 mois dans les centres de santé pour les faire vacciner. Également les femmes enceintes, ils n'ont qu'à prendre les médicaments chaque mois lors de leur PG contre le paludisme. Le directeur régional de la santé du Sud-Ouest, Dr Bakary Traoré, a insisté sur les mesures de prévention pour éliminer le paludisme qui fait beaucoup de dégâts dans les 5 districts sanitaires de la région du Sud-Ouest que sont Batié, Dano, Djebougou, Gawa et Kamti. En attendant, il faut que les actions communautaires soient menées, surtout l'assainissement des lieux publics et des cadres de vie, doublé d'un changement de comportement des populations. Cela pourrait réduire les cas de paludisme au sein de la communauté en vue d'apporter la quiétude aux familles. À présent, nous allons donc continuer avec nos invités. Nous recevons à présent Monsieur Aimé Dulkoum, président du comité d'organisation de la Super Coupe du Palais Royal de Yako. Bonjour à vous, Monsieur Dulkoum. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. D'être avec nous pour parler donc de cette Super Coupe du Palais Royal de Yako. Alors, déjà, il faut rappeler que cette coupe est organisée par l'Association pour le développement du sport dans le Passouri. Alors, présentez-nous cette association. Bien, l'ADSP, l'Association pour le développement des sports au Passouri, est une association apolitique créée en 2020. Ok. Voilà. Dont l'objectif premier est de promouvoir le sport dans la province du Passouri. Et promouvoir le sport, qui dit promouvoir le sport parle d'activités sportives. Ouais. Est-ce que vous avez eu, depuis 2020 à maintenant, organisé déjà des activités sportives ou des compétitions sportives? Oui, je pense que cette année, voilà, nous sommes à notre 4e édition. De la coupe? De la coupe, voilà, dénommée Super Coupe du Palais Royal de Yako. Ok. Et c'est quoi en fait la Super Coupe du Palais Royal de Yako? La Super Coupe du Palais Royal de Yako, c'est une compétition que Majesté a voulu bien organiser, voilà, pour pouvoir réunir donc les fils et filles de la province du Passouri. Okay. Voilà, donc en tant que fils de la localité, nous ne pouvons que l'accompagner donc dans son initiative. Est-ce que concernant cette super coupe du Palais Royal de Yako, c'est une compétition de Maracana ou
Cette coupe, c'est une compétition que je joue à Grand Poteau. À Grand Poteau, ok. Voilà. Avec des équipes de quelle localité? Du Yako uniquement? Voilà, les équipes proviennent donc d'abord de 7 secteurs de Yako, ajoutés à 9 villages. Voilà, donc au total, nous avons démarré dans cette compétition avec 16 équipes. Voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, nous connaissons désormais donc les finalistes, voilà, qui sont l'équipe du secteur 3 de Yako et l'équipe du village de Peletanga. Et là, vous êtes là pour nous parler notamment donc, de la finale. Justement. La finale, qui va se jouer quand? La finale est prévue donc pour ce samedi 21 septembre à 15h au stade Umaru Kanazwe de Yako. C'est la raison qui m'amène à venir passer le message, voilà, pour qu'il y ait vraiment un franc succès. Un franc succès. Et quel est le programme que vous avez ajouté pour agrémenter notamment cette finale de la Coupe? Cette année, avec l'expérience qu'on gagne, voilà, avec les différentes compétitions, nous avons voulu introduire, après la finale, voilà, au stade, voilà, une rue marchande, voilà, qui va se passer devant la cour de Sa Majesté de Yako, à partir donc de 20h. Ok. Voilà. Donc une rue marchande. Tout à fait. Et puis notamment le football. Non, bon, puisque le stade. Voilà, le football va se jouer à 15h. Maintenant, après la finale, après avoir reçu donc nos invités, voilà, nous allons organiser une rue marchande où nous allons, en tout cas, tout commerce sera ouvert. Voilà, il y aura des rafraîchissements, il y aura la prestation des artistes, voilà, etc. Et qui sont les artistes qui seront présents? Je pense qu'on aura beaucoup d'artistes. Voilà, il y aura même, en tout cas, regardez la surprise. Voilà, tout à fait. D'accord, voilà. On va venir pour voir nous-mêmes les artistes qui vont prester et on va participer aussi à la rue marchande au niveau donc devant la cour du palais, du palais royal de Yako. Voilà. Le thème de cette année, c'est justement le sport, facteur de cohésion sociale et de résilience. Tout à fait. Un thème que vous avez choisi pour cette édition. Pourquoi? Tout à fait. Parce que le Burkina Faso vit actuellement des moments difficiles. Voilà, et on sait très bien que le sport, c'est un facteur qui rassemble. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous avons intitulé donc le thème sport, facteur de cohésion sociale et de résilience. De résilience. Tout à fait. Rappelez-nous qui sont les autorités qui vous accompagnent et qui sont ceux-là qui seront présents pour cette finale. Ok. En tout cas, pour cette finale, beaucoup d'autorités nous accompagnent. Je reste dans le cadre régional. Je commence d'abord par monsieur le gouverneur, voilà, qui nous appuie, voilà, durant donc la première édition jusqu'à maintenant. Également le haut commissaire qui nous appuie beaucoup. Voilà. Vous avez également les PDS, président de la délégation spéciale de Yako, sans oublier donc les fils et filles donc, du Passoré qui nous appuient. Voilà. Aujourd'hui, quel est votre invite à l'endroit justement des fils et filles du Passoré, de Yako et des autres localités aussi pour cette finale qui arrive? Notre invite à l'ensemble donc des fils et filles du Passoré, voilà, c'est de répondre présent à l'appel donc de Sa Majesté. Voilà. Majesté, à répondre présent, voilà, pour le 21 septembre au SAD du 4 août. Et au SAD Umaru Kanazwe
de Yako. De Yako. Voilà. Certainement à la 10e édition ou quelle édition vous viendrez au stade du 4 août. Oui, quand ça sera renouvelé. Quand ça sera voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Puis on sera là, notamment le samedi 21 septembre 2024 au stade Umaru Kanazwe, donc à 15h00 pour la Super Coupe du Palais Royal du Yako. Quelque chose d'autre à ajouter, monsieur Doulkou? Je ne sais pas, on peut faire passer donc des numéros de téléphone. D'accord, allez-y. En tout cas, beaucoup rencontreront des difficultés pour se rendre à Yako. Voilà, ils peuvent appeler sur les numéros suivants. 76 05 24 48. Donc il y a aussi un numéro MOVE que je vais ajouter. Allez-y. Le 110 03 88 et 57. Pour toute information. Pour toute information utile, voilà, veuillez appeler dans ces numéros. D'accord. Monsieur Aimé Doulkou, merci d'être passé. Bonne suite pour l'organisation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que M. Doulkoum est le président du comité d'organisation de la Super Coupe du Palais Royal de Yako. On va dire que cette compétition de football va se tenir le 21 septembre prochain à Yako. C'est au stade Umaru Kanazwe à 15h. Merci. On marque une petite pause et on revient. Et pour la suite de cette émission, nous allons parler de croisade, d'évangélisation et de délivrance et de guérison avec nos prochains invités. Nous sommes avec la servante de Dieu, Grâce Elisabeth Béouadé. Elle est venue donc des États-Unis pour venir au Burkina Faso pour cette croisade de prière-là. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Good morning. Good morning madame. How are you? Good, thank you. Very fine. Bonjour, nous sommes également avec monsieur Fabrice Isidore Yonli qui fait partie de l'organisation donc de cette croisade d'évangélisation. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Merci. Alors, madame Grâce Elisabeth. Oui. Venir au Burkina Faso pour 3 jours pratiquement, donc de prière, de croisade et tout. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je vais dire ici que le Seigneur a un amour vraiment pour le peuple burkinabé. Il s'est choisi nous d'autres comme instrument pour vraiment bénir le peuple burkinabé. Ah oui. Et comment en fait c'est parti pour que vous décidez de venir au Burkina? Est-ce que vous avez eu une vision, une révélation? Oui. Il y a 6 ans de cela que le Seigneur m'a parlé du peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, quand j'étais en mission en Haïti. Je n'avais même pas imaginé à être au Burkina, mais dans la révélation de cette vision, et tu sais, quand Dieu donne une vision, il fixe un temps. Donc le temps approprié pour le Seigneur d'accomplir ce qu'il a accompli dans la vie de la jeunesse, nous voyons maintenant la manifestation de ce temps dans ces moments-là. Ouais. C'est une vision que vous avez vue et il a fallu attendre le temps. Quand le Seigneur révèle, il fixe un temps. Dans le temps approprié maintenant, c'est là qu'il manifeste ce qu'il a donné comme vision. Donc sinon, il y a 6 ans de cela que la vision m'a été donnée. Mais j'attendais le temps, le bon temps de Dieu pour... Est-ce que ça veut dire que vous ne connaissiez pas du tout le Burkina Faso depuis... Bon, je suis togolaise, j'entends parler seulement du Burkina comme les autres pays, mais je n'ai jamais imaginé à être sur la terre burkinabèse. Ok. Mais après justement cette vision, comment ça s'est matérialisé et comment vous avez peut-être contacté l'équipe à Ouaga pour organiser cette croisade d'évangélisation? Après la manifestation de cette vision, on a eu à avoir un groupe de prière. Par laquelle j'ai une de mes amies qui a fait joindre les dames burkinabées. Donc nous prions et nous intercédons seulement que pour la jeunesse, sans même imaginer un jour que la vision allait se réaliser. Donc un jour comme ça, le Seigneur me a dit, mais la vision que je t'avais donnée il y a 6 ans de cela, il est temps que cela se manifeste. J'ai dit, ah bon, comment est-ce qu'on va le faire? Il dit, mais tu as déjà des dames burkinabées qui sont déjà dans ta ligne. Donc pourquoi ne pas parler avec eux pour voir ce qui va se passer? C'est comme cela que j'ai amener la vision en ligne et on a essayé de discuter en long et en large. On trouve ok, on peut le mettre cela vraiment en existence. Pour être présente physiquement au Burkina pour cette croisade. Alors, Monsieur Yonli, en termes d'organisation, comment ça se passe? Ok, merci pour la question.
En termes d'organisation, vraiment, nous rendons grâce à Dieu. À l'instant que je vous parle, tout est prêt. Et nous, en tout cas, nous attendons la jeunesse burkinabé ce soir sur le terrain pour cette grande croisade. Et le programme, ça va se dérouler comment? Parce que c'est sur 3 jours. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ok, merci pour la question. Comme je le disais, la croisade commence dès ce soir à partir de 17h. Voilà, donc au programme, il y aura des chantres qui seront sur le podium. Après ça, il y a des serviteurs de Dieu bel et bien qu'on a invités qui vont administrer la parole de Dieu. Il y a notre invité aussi, venu tout droit des États-Unis aussi, qui sera avec nous. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à les 3 jours. Jusqu'à 3 jours. Alors, Madame Elisabeth Béwadé, du moins, qu'est-ce que vous promettez à la jeunesse qui va effectuer le déplacement pour ces séances de prière? Nous avons un Dieu qui guérit, qui délivre et qui rétablit par la puissance de son Esprit Saint. Nous n'organisons pas cette convention par nous-mêmes, notre propre force. Nous comptons sur un Dieu et nous savons que si nous allons ensemble l'invoquer, le Seigneur va répondre et va manifester sa gloire au milieu de nous. Donc je promets vraiment à la jeunesse du Burkina de venir expérimenter la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons une jeunesse qui suit vraiment les penchants de leur cœur au côté négatif. Il y a au côté négatif et qui récolte des conséquences qui agit vraiment à long terme sur leur vie. Donc nous ne voulons plus en fait ces genres de choses et nous voulons par cette conférence dire à la jeunesse que la meilleure des façons c'est de tourner son cœur vers le Seigneur. De tourner son cœur vers le Seigneur et voir ce que Dieu va faire. Et nous voyons aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont eu à aller à l'école. Tu peux poser la question à un jeune, où est-ce que tu as fréquenté? Ce jeune peut te dire, j'ai fréquenté dans un établissement, j'ai fait le CP1 jusqu'à obtenir des grands diplômes, mais la vie de ce jeune ne change pas. Donc j'ai posé la question au Seigneur à savoir, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le Seigneur me dit qu'il y a des établissements qui ont l'autel qui ne glorifie pas lui son nom, que les destinées ont été changées à base de ces écoles-là. Donc il est temps que le Seigneur essaie de rétablir les choses. Oui. Et nous sommes au Burkina, donc un pays quand même qui est confronté à la situation sécuritaire, c'est sûr que vous entendez parler. Est-ce que vous allez prier aussi pour le pays? Oh, c'est la première des choses pour nous. C'est la première des choses pour nous. Et depuis fort longtemps, c'est ce que nous essayons de faire, que la sécurité divine s'installe au Burkina, afin que le peuple ait la paix. Le peuple ait la paix. Alors, vous avez parlé de chantre, Monsieur Yonli, chantre de la parole de Dieu aussi qui sera surtout dite. Est-ce qu'on peut avoir peut-être de noms d'invités qui seront là? On a déjà l'invité principal sur ce plateau. Les autres invités. Oui, ok, merci pour la question. Oui, nous aurons bel et bien des chantres invités. Voilà, le chantre Jacob Gouba, qui n'est plus à présenter, un excellent chantre. Et il y a la chantre prophétesse Bella, venue tout droit du Togo pour cet grand événement. Il y a la chorale JEJ, Jeunesse éclairée par Jésus, une chorale puissante mise à part par Dieu pour chanter. Elle sera présente pendant ces 3 jours. Il y a la chantre Rasmata, voilà, qui serait présente et bien d'autres. Voilà. D'accord, durant ces 3 jours. Durant tous ces 3 jours, ils seront présents. Alors, quelles sont les conditions pour participer? Ok, merci pour la question. Les conditions viennent avec ta foi. Avec ta foi. Viens avec ta foi. Entrer, c'est libre, mais viens avec ta foi. J'ai l'habitude de dire, tout ce que tu n'espères pas, tu ne peux pas l'expérimenter. Et pour expérimenter cela, il faut accepter de payer le prix de ce miracle. Et cela, pour cette croisade, ce que nous demandons à la jeunesse, vient, en venant, il faut croire. Ne viens pas en tant qu'un spectateur. Viens pour expérimenter quelque chose. Et Dieu, le Dieu que nous servons, va vraiment faire grâce. Et vous avez dit faire grâce, et je vois sur l'affiche qu'on parle de croisade d'évangélisation, de délivrance et de guérison. Alors,
vous parlez de jeunesse, mais quel est aussi votre public cible, puisqu'on parle de guérison? Notre public cible, comme le disait, c'est beaucoup plus la jeunesse. Beaucoup plus la jeunesse. Mais bon, une croisade, voilà. Mais tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Voilà, donc, mais beaucoup plus la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le lendemain. Merci bien. Alors, on sait que dans le programme aussi, M. Yonli, le samedi 21 par exemple, il y a une conférence des femmes pour thème Femmes déposent ta cruche. Oui, effectivement. Oui, la conférence est toujours maintenue. Oui. La conférence est toujours maintenue et c'est à partir de 8h côté Jean-Pierre Kengani. Donc, soyez au rendez-vous. Sur ça aussi, nous appelons massivement nos chères mamans, sortez massivement et on va se donner rendez-vous à Jean-Pierre Kengani. Voilà, la servante de Dieu, grâce Elisabeth, a un message pour vous et elle sera accompagnée d'une forte délégation. Et Dieu a mis dans leur cœur des paroles qui vont vraiment toucher les cœurs des femmes. Donc, sortez massivement à cette grande conférence de femmes. Merci bien. Merci. Alors, on vous donne la parole pour finir. Quel est votre message à l'endroit du public burkinabé pour cette croisade? Pour la conférence des femmes, je suis une mère de 5 enfants. Je connais ce que c'est que mettre un enfant à l'école qui a fini les études et de se diriger vers le pourquoi il a fréquenté, mais qui n'arrive pas à rentrer dans ce domaine. Je connais l'expérience. Je connais l'expérience et la manière que j'ai changé pour moi, afin que mes enfants vraiment aient le travail qu'ils veulent. J'aimerais vraiment inviter une femme. Si tu es dans cette situation, ne reste pas à la maison le samedi. Même les 3 jours de la conférence, ne reste pas à la maison. Viens, nous allons invoquer l'Éternel dans la vie de nos enfants. Et je crois très fort que quelque chose va être changé. Parce que le Seigneur a promis vraiment visiter la jeunesse. Si Dieu a pu susciter quelqu'un de très loin qui n'a aucune idée du peuple burkinabé, je crois que le Seigneur vraiment a un plan. Donc si tu es une mère, que tu as des enfants, mais pas forcément une mère, mais un père aussi, y compris même la jeunesse. Prends un bout de papier, écris les diplômes que tu as reçus sur un bout de papier et tu viens, nous allons intercéder. Ça sera le samedi à Jean-Pierre de 8h à midi. Nous allons intercéder afin que les portes soient débloquées. Et quand madame parlait de guérison, de tout ça, là, quand ta destinée est changée, l'ennemi ne vient pas pour te donner bonnes choses. Non. Il vient pour déposer mauvaises choses dans ta vie. Donc, l'ennemi peut prendre ce qui est bon pour toi et te donner une maladie qui ronge ton corps sans que toi-même tu ne le sais pas. Il n'y a pas que si la destinée de quelqu'un est changée, non, tu ne peux même pas aller de l'avant. Déjà, c'est déjà une maladie, un handicap pour toi. Donc, viens et nous allons vraiment se tourner la face vers le Seigneur afin que sa gloire descende dans ces moments. Merci beaucoup. On rappelle les dates pour la croisade. Les dates pour la croisade, ça commence ce soir du 19 au 21 septembre. D'accord, ce soir jeudi. Donc vendredi. Vendredi et samedi. Samedi, 8h et 17h. Ok, 8h à Jean-Pierre Kengani jusqu'à 12h pour rencontrer la servante de Dieu, Grâce Elisabeth, mais qui sera là durant ces 3 jours. Et dans la soirée aussi, vous retrouvez pour ce qu'on va appeler la clôture le samedi soir. Le samedi soir, oui. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite encore bonne suite pour l'organisation. Merci de passer sur votre plateau. Vous êtes invité. On sera là. Merci beaucoup à vous également. Marquons une petite pause et on revient de retour sur ce plateau. Juste le temps de vous dire au revoir puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain vendredi pour justement terminer la semaine ensemble. Prenez soin de vous et surtout restez fidèles au programme de Savane TV. Allez.